existe un royaume secret qu'habitent des animaux sauvages venus du fond des âges. On ne peut les trouver ni les voir nulle part ailleurs. Leur royaume est une île extraordinaire. La mer de corail est leur précieux écrin. Entre mer, terre et ciel, ces animaux parcourent sans fin des territoires sauvages à l'abri de l'homme. Mammifères, poissons, oiseaux, reptiles, ils nous invitent à un voyage dans le temps, une épopée de la vie au tout début du monde. Par-delà les nuages qui parcourent indolents le ciel du Pacifique, émerge une terre à nulle autre pareille, la Nouvelle-Calédonie. Immense, sereine, éponge des vents alizés, ruisselante de vie, loin de tout continent, elle abrite un monde secret. L'île tout entière bruise d'une vie discrète et silencieuse. Elle ne s'offre sauvage et fugace qu'au regard le plus attentif, à l'œil qui sait voir et à la plus patiente des attentes. Circonspect, discret, voici l'oiseau cagou. Il est comme les poules, il ne sait pas voler. Normal. Sur cette île et depuis les origines, le cagou n'a jamais eu de prédateur. Alors, pourquoi avoir de grandes ailes quand on se nourrit d'insectes au ras de la terre? Justement, par ce temps de pluie, son menu préféré remonte à la surface, sous la fraîche humidité des feuilles mortes. Constamment à l'affût, le cagou est goulu et son bec est assez puissant pour creuser la terre. Une terre où, jusqu'à l'arrivée de l'homme, le cagou n'avait à craindre ni chat ni chien. Impénétrable, excentrique, la forêt primaire calédonienne cache d'autres oiseaux rares. Voici la perruche cornue. On ne la voit rarement au sol car elle, ce sont les fruits, les baies, les fleurs et les noix perchées dans les arbres qui font son régal. Avec son plumage, elle se confond avec les feuilles de la canopée. Le pigeon vert est lui aussi un champion du camouflage. Seul un mouvement de décollage ou d'atterrissage peut trahir sa présence.
Un autre pigeon, gris celui-là, mais à queue rouge, qu'on appelle le notou, aime se prélasser dans les rayons du soleil. Il est le plus gros pigeon du monde. Il atteint parfois plus d'1 kilo. La Nouvelle-Calédonie est un bout de continent, le Gondwana, qui se serait détaché il y a plus de 300 millions d'années. Depuis, rien ne semble être venu déranger ces rivières imposantes et ces forêts impénétrables. Des paysages sauvages comme au temps lointain des dinosaures. La Nouvelle-Calédonie est un miracle d'équilibre entre les éléments. Ici, minéral, végétal, animal, terre, air et eau ont passé un pacte. Abriter des formes de vie nées aux origines du monde et qui ont disparu ailleurs sur la planète. Là, dans l'impétuosité de l'eau, vivent des créatures d'une grande ingéniosité. Des insectes aquatiques construisent patiemment des filets. Grâce à ces toiles tendues, ils capturent des débris végétaux charriés au fil des courants. Bien cachés dans leurs anfractuosités, ils ne sortent que pour manger ou réparer leurs filets. D'autres minuscules créatures, les poissons guppies, se nourrissent aussi de débris végétaux et de zooplancton. Un peu plus loin, les escargots d'eau douce broutent les algues qui tapissent les rochers. Les doux courants de la rivière portent les crevettes de crique. Omnivores, elles se laissent soulever de rocher en rocher à l'affût de larves d'insectes, de débris de poissons morts, d'algues et même de fruits, sous l'œil impavide du Stiphodon noir. Dans ce monde de transparence où jouent ensemble jaillissements d'eau et rayons du soleil, l'on ne sait plus tout à fait à quel monde l'on appartient. La surface des flots, frontières liquides, indistinctes, transparentes et fluides, sépare des mondes où chacun occupe sa place, silencieux et attentif. Ici, haut et bas se confondent. Aquatique, minéral, végétales, les matières s'offrent les unes aux autres et profitent toutes ensemble au règne animal. Statique, posée dans de calmes profondeurs, l'anguille marbrée attend sa prochaine proie. Peut-être lui viendra-t-elle du ciel. La Nouvelle-Calédonie est une terre riche en eau. Les paysages sont verts à l'infini. Les plaines semblent ne pas connaître de limites. Pourtant, principalement dans le sud de la Grande Terre, les plaines laissent peu à peu la place à un paysage en apparence plus aride. On appelle ces grands espaces des maquis miniers. Ils couvrent un peu plus d'1/5 du territoire. Ce n'est pas l'eau qui empêche la végétation de prospérer ici, mais bien la nature des sols très riches en fer, en magnésium et en nickel. Les maquis miniers ont donné naissance à des espèces végétales comme animales que l'on ne peut rencontrer qu'ici. Dans cet univers vit une créature reptilienne qui a survécu au temps des dinosaures. C'est le gecko,
Simplement lui, le Calédonien, est le plus gros gecko du monde. Il est impérial. Sa peau le rend invisible sur l'écorce des arbres où il chasse gros insectes et petits oiseaux que ses dents acérées immobilisent immanquablement et dévorent. De par la nature de ses sols et son histoire géologique, on pense que la Nouvelle-Calédonie est avant tout une île fossile. Les premiers hommes y ont mis les pieds il y a près de 3000 ans. Et les Européens y ont amené leurs animaux domestiques dès le XVIIIe siècle. Vers l'ouest de l'île, par-delà les maquis miniers, s'étend la savane. Il n'y tombe qu'1 mètre d'eau par an, quand la côte est, baignée d'alizés, reçoit elle plus de 6 mètres. Malgré tout, entre savane, forêts sèches, plaines et prairies semi-désertiques, la richesse minérale des sols nourrit une herbe riche en nutriments qui profitent aux bovins de l'île. De nombreux troupeaux broutent, éparpillés, des pâturages pourtant asséchés, car les pluies attendues ne sont pas encore au rendez-vous cette saison. À l'endroit où la terre rejoint la mer, la Nouvelle-Calédonie ressemble à un Éden. Ici, les chevaux se sont réensauvagés. Ils ont fui leurs enclos ou ont été abandonnés. Dans cet espace, les chevaux ont retrouvé leur totale liberté. Avec eux, la savane de Nouvelle-Calédonie redevient mythique. Elle offre une vision de l'aube de l'humanité. Profitant de la faible présence humaine due à l'aridité des sols, un autre herbivore s'est lui aussi approprié la savane. Rusé, il sait se faire discret et éviter les infrastructures d'élevage tout en s'y faufilant. Importé depuis l'île de Java à la fin du XIXe siècle, le cerf de l'espèce rusa prolifère au point qu'il en devient un danger pour la flore. Il a subi le même sort que les animaux d'élevage. On le chasse désormais pour sa viande. Farouche, toujours en alerte, se méfiant de tout mouvement suspect et prêt à bondir dans sa fuite, le cerf rusa a pris l'habitude, en cette période de sécheresse, d'aller jusqu'en montagne chercher pâture. C'est la saison où les mâles perdent leur bois. Pour les autres, c'est la mue. Les pelages de l'hiver austral s'estompent. À la faveur du soir,
Délivrée de l'étouffante chaleur du jour, la harde se met en route vers une zone encore riche en nourriture. C'est une vieille femelle qui les guide, sûre de sa connaissance parfaite du territoire. Néanmoins, pas un pas sans s'assurer que la voie est libre et qu'aucun danger ne menace. Lorsque le cycle du jour et de la nuit échangent leur règne, l'île, d'abord silencieuse un moment, bruise de nouveaux sons. Des animaux se terrent, des oiseaux se blottissent dans leur nid, tandis que d'autres s'éveillent. Voici Dame Roussette, la plus grande et la plus répandue des chauves-souris de l'île. Comme toutes ses sœurs à travers le monde, la roussette n'est pas un oiseau. Elle est un mammifère. Et ses ailes ne sont pas des ailes, mais des mains, dont les doigts se sont réunis par une membrane. En Chine, les chauves-souris sont symboles de bonheur. Les Mayas la vénéraient. Ici, la roussette est chez elle. Elle est endémique de l'île. Prenant leur vol du haut des pics et des falaises qui surplombent de profondes vallées boisées, elles occupent les lieux les plus difficiles d'accès aux hommes. Les roussettes volent tout au long de la nuit en quête de leur nourriture, les fruits les plus mûrs des arbres. Repues, elles ne regagnent leur nichage qu'au moment où le jour pointe à l'horizon. Ce jour nouveau n'est pas un jour comme les autres. Les vagues qui vont et viennent sur le sable de l'île ont compté le temps qui passe. Depuis des millénaires, depuis le règne des grands reptiles, les plages de Nouvelle-Calédonie vivent un rituel immuable et aujourd'hui est venu le jour de le voir se perpétuer. Chaque jour a compté. 80 jours en tout de sommeil dans la tiédeur du sable. Et aujourd'hui, les voici. 80 jours pour éclore et des millions d'années d'évolution. Elles éclosent par centaines, seules. Elles ne connaîtront jamais leur mère. Ce sont les tortues kawan, des tortues de mer. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on les appelle les tortues grosses têtes, même si pour l'instant, celles-ci sont toutes petites. Nous sommes aux premières lueurs du jour. Les éclosions ont souvent lieu la nuit ou tôt le matin pour que l'obscurité augmente les chances d'échapper aux prédateurs et évite la brûlure du sable.
Sur le chemin qui les mène vers leur avenir aquatique, les bébés tortues perdent jusqu'à 20% de leur poids à cause de l'évaporation de leur eau. Une fois atteint leur but, ils n'ont plus qu'à se laisser porter par le reflux de la marée pour rejoindre le large. Là, ils vont nager pendant 20 heures pour s'éloigner au plus loin des côtes. Les jeunes kawan resteront en haute mer jusqu'à l'adolescence. Adultes, ils migreront à nouveau vers la plage qui les a vus naître et sauront perpétuer leur espèce pour, on l'espère, des millénaires et des millénaires encore. Aux confins de la côte ouest de l'île, l'eau de la mer épouse la terre. Près du cœur de veau, leur union nuptiale donne naissance à un biotope et à des créatures sorties tout droit de temps immémoriaux. En plongeant dans la mangrove, on peut avoir la sensation de voyager dans le temps. Au milieu d'époques lointaines, quand la vie n'avait pas encore choisi ses formes définitives. L'une de ces créatures, aux allures d'extraterrestres, vient de ces formes de vie. Ni tout à fait poisson, ni tout à fait grenouille. Les deux à la fois sans doute. Voici le périophthalme. On les appelle aussi les gobies. Ils vivent entre l'air et l'eau, entre ciel et vase, au cœur de la mangrove. D'une couleur parfaitement adaptée aux troncs d'arbres et aux roches auxquelles ils s'accrochent, les périophthalmes, vifs comme l'éclair, se nourrissent d'insectes de toutes sortes et de petits invertébrés. Dans son extravagance, la nature a doté le goby, dieu à double structure. Il peut voir au-dessus de l'eau comme en dessous, avec dans les deux cas, un très large champ de vision. Ses yeux protubérants s'orientent vers n'importe quel angle et de manière indépendante l'un de l'autre. Rien ne peut échapper à l'attention du goby aux yeux d'arc-en-ciel. L'aigrette sacrée aimerait bien tenter sa chance. Mais avec des yeux pareils, il ne fait aucun doute que le poisson-grenouille l'a déjà vu venir. Le goby a une fois de plus semé son prédateur.
Il a brouillé les pistes et peut regagner tranquillement la rive. L'aigrette n'a plus qu'à aller tenter sa chance ailleurs. Au rendez-vous de la terre et de la mer, la mangrove est aussi le lieu de rencontre entre eau douce et eau salée. Cela forme un biotope d'une extraordinaire richesse où s'épanouissent des myriades d'espèces aquatiques. On peut y naître sans crainte, car le labyrinthe des profondes racines forme des cachettes impénétrables aux plus gros prédateurs. Poissons violons et mulets trouvent eux aussi refuge dans ces eaux peu profondes où prolifèrent les herbiers aquatiques. Un peu plus au large, mais encore sous le règne de la mangrove, des baies aux eaux peu profondes et un entrelac de chenaux protégés des vents du large profitent à plusieurs espèces. C'est là que l'on trouve les premiers requins. Car ces hauts fonds sont les zones de chasse préférées du requin citron. La raie léopard, très agressive avec l'homme, aime quadriller ces plateaux mi-sablonneux, mi-vaseux qui lui offrent un garde-manger intarissable. La tortue verte vient paisiblement brouter les herbes qui poussent dans la quiétude de ces hauts fonds. On appelle ces pâturages aquatiques les herbiers marins. Ils ralentissent les courants et augmentent la sédimentation des fonds grâce à leurs racines, tout en évitant l'érosion côtière. Un gros mammifère solitaire profite lui aussi abondamment de ces prairies sous-marines. À l'origine du mythe des sirènes, le dugong broute feuilles et racines en ratissant goulûment le fond en profondeur. La carangue dorée, qui ne le quitte pas d'une bouchée, sait profiter largement de la protection de son imposant compagnon de route. Habile, elle capture tous les petits invertébrés qui cherchent à s'enfuir lorsqu'ils sont dérangés par le géant, jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface pour respirer. La mer. Les marins d'antan avaient l'habitude de dire que la mer, parfois, aimait à rehausser sa beauté de joyeux semblables au jade ou à l'émeraude. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il semble que la mer ait choisi les plus somptueux des bijoux. Ce qu'elle ne montre pas au premier regard, ce sont les trésors qui se cachent sous ces flots. L'immensité de l'océan préserve un royaume.
C'est ici, dans les fonds sous-marins de la Nouvelle-Calédonie, que s'étire le plus long ensemble corallien continu jamais vu sur la planète. Il s'étale sur 1600 km de long. Préservés, libres, maîtres absolus de leur univers sous-marin, plus de 1600 espèces de poissons habitent des palais de dentelle, ciselés et peints de 1000 couleurs. Ces palais audacieux sont façonnés siècle après siècle, même millénaire après millénaire, par les agrégats amoncelés de plus de 350 familles de coraux différentes. Les bénitiers géants sont comme les coraux. Ils se nourrissent de zooplancton et ont besoin de lumière pour nourrir une algue qu'ils hébergent. Les coraux sont en réalité des colonies d'une multitude de polypes, tous indépendants les uns des autres. Le polype est un animal dont le corps est cylindrique, avec une bouche entourée d'un anneau de tentacules. Il sécrète lui-même la coupe de calcite dans laquelle il vit. Au fil des siècles et des millénaires, les coraux ont façonné les plus grandes constructions du règne animal. Certains coraux grandissent de 20 cm par an, d'autres de quelques millimètres seulement. Ils vivent en symbiose avec des algues unicellulaires microscopiques, les zooxanthelles. Ce sont ces algues microscopiques qui offrent leur myriade de couleurs aux coraux. À leur tour, les coraux fournissent nutriments, demeures et cachettes à tout un peuple. Dans ces jardins de corail, ce sont les poissons qui sont les jardiniers. Poissons perroquets, balistes et autres poissons papillons s'affairent à picorer les algues à la surface des coraux. Ils font bien, car s'il y a trop d'algues, alors les coraux, manquant de lumière, seraient asphyxiés par manque de photosynthèse. Ces étranges créatures en forme d'arbres de Noël sont des vers. Justement, on les appelle les vers arbres de Noël. Et leurs ramures, au lieu de porter des présents, capturent les nutriments quand ils passent, charriés par le courant. Dans cet univers d'eau et de lumière, de nombreux poissons voguent en bancs protecteurs. Certains, par leur nombre, tentent d'échapper ainsi aux prédateurs. D'autres, comme les murènes, ont l'art de se cacher au fond de trous qu'elles défendent alors, telles d'imprenables forteresses. Il y a ceux, enfin, qui préfèrent le mimétisme pour camoufler leur présence. On assiste alors à un frétillant concours de beauté, de couleurs et de formes. Ils sont parfaitement adaptés à l'écosystème et l'on peut aller jusqu'à parler de stratégie dans ce petit monde marin. Le poisson trompette profite de sa longueur pour se coller à un hôte inoffensif et masquer ainsi son approche auprès des petites proies qu'il recherche. Les limaces de mer broutent les algues et les éponges. Et les colonies de poissons-chats jouent sur l'effet de groupe pour chasser les petits invertébrés sous-marins, tous ensemble.
Le poisson-lézard, l'un des meilleurs champions du camouflage, préfère la stratégie de l'immobilité et de la patience. Un imprudent va bien finir par passer par là. Stratégie de l'attente que la rascasse merlée, elle aussi, pratique avec ses airs d'invisibilité, parfaitement mimétiques de son environnement corallien. Les langoustes, prêtes à jouer de leurs antennes comme des fouets contre les intrus, restent cachées dans leurs trous jusqu'au moment de la nuit où, à leur tour, elles partiront en chasse. Les plus malins du récif sont sans doute ces petits poissons noirs à rayures bleues et jaunes, les labres. Leur génie, rendre service aux gros prédateurs et obtenir ainsi leur immunité. Comment? En créant de véritables stations de lavage qui sont leur demeure et qui deviennent du coup des zones de non-agression. Les chasseurs viennent s'y faire nettoyer les branchies et même la bouche sans jamais avaler leur brosse à dents, les labres nettoyeurs. En plus de la paix des foyers, les labres ont un salaire. Les parasites et les miettes coincées dans les dents et les branchies de leurs hôtes. Dehors, l'île continue de se draper des rayons du soleil. En fait, ce n'est pas tout à fait une île. Elle est la partie qui est restée émergée d'un ancien continent aujourd'hui effondré sous les flots océaniques. On l'appelait Zélandia. Il a coulé il y a près de 25 millions d'années, alors que sa masse était aussi grande que celle de l'Australie. Il n'a laissé en souvenir de lui que quelques îles aujourd'hui nommées par les hommes Nouvelle-Calédonie. Peut-être les oiseaux qui volent aujourd'hui dans le ciel de ces terres émergées ont-ils le souvenir de l'ancien continent. Peut-être est-ce en voyant couler leur ancienne terre qu'ils se seraient adaptés et devenus oiseaux marins. En tout cas, c'est ici qu'ils nichent, chaque année, par centaines de milliers, pour donner naissance à leurs petits et perpétuer leur espèce. Ce sont les sternes. Père ou mère, pendant des jours et des jours, la mission est impérieuse autant que joyeuse. Nourrir les petits et les nourrir encore. Pour un œil non averti, en voyant ces milliers de sternes, l'on pourrait croire qu'elles ne forment qu'un seul peuple. C'est vrai en un sens, mais attention, ne les confondez pas toutes, car ce peuple est riche de plusieurs espèces. Il y a la sterne Dougal, avec une calotte noire, un bec rouge et des pattes rouges. Et voici la sterne diamant. Elle n'a rien de rouge et on la reconnaît à la bande noire qui lui part de l'œil et encercle sa tête jusqu'à sa nuque. Et bec et pattes noires, bien sûr. Dougal et Diamant, ne formant qu'un seul peuple, sont les maîtres de ces lieux.
Mêlant le blanc de leur plumage à la blancheur du rivage, la geste ininterrompue de leur va-et-vient nourricier rythme le fil des saisons. Car si leurs petits naissent ici et maintenant, c'est parce qu'en mer aussi ont eu lieu des milliers de naissances. C'est ainsi que sur ces terres si particulières que sont les îles, le mariage de la terre et de la mer ne ressemble à rien d'autre autour du monde. Un autre héritier de l'âge des dinosaures, le serpent corail, est lui aussi un emblème de la Nouvelle-Calédonie, car l'on ne le trouve que sur cette île. Ici, les hommes lui ont donné le nom de tricoréier, à cause de ses anneaux noirs et blancs. Si le serpent corail s'approche de l'eau, ce n'est pas par besoin de fraîcheur ni pour boire. C'est parce qu'il est un animal amphibie. Comme l'asterne, le serpent corail aurait-il lui aussi dans ses gènes le souvenir du continent perdu? La nuit, il vit dans des lits de feuilles mortes. Mais la journée, il la passe à chasser dans les profondeurs. Craintif, le serpent corail ne s'attaque pas aux humains. Tant mieux, car il est le serpent le plus venimeux de tous ses congénères. Son venin, qui n'est rien d'autre qu'une salive hyper améliorée, est 10 fois plus puissant que celui du cobra royal et 50 fois celui du crotal diamantin, pourtant mortel. Les murènes sont sa proie favorite, quand elles ne sont pas trop grandes. Entre deux respirations à la surface des flots, le serpent corail parcourt des distances incroyables à fureter à la recherche de la proie idéale. Il peut nager des heures à travers coraux, couloirs, creux et anfractuosités de toutes sortes. Sa queue, dessinée tel un gouvernail, propulse ses ondulations au rythme de la pulsation des masses d'eau sous-marines. Ondulante, hypnotique, la nage du serpent corail a la grâce des vagues de fond des océans. Mais gare à celui qui croise son chemin. Au moment où l'horizon avale l'astre solaire et que tombe la nuit, l'obscurité étend son manteau jusqu'au fond de la mer. Les habitants du jour se blottissent au cœur de leur cachette corallienne et les créatures de la nuit s'emparent à leur tour de leur domaine nocturne.
lentement bercés par le mouvement des flots, les poissons se laissent envahir par le sommeil. Mais ils ne dorment que d'un œil. D'autres s'éveillent, et quand il fait tout à fait sombre, ils remontent de leur noire profondeur et s'enhardissent entre deux eaux à la recherche de leur subsistance. Parmi les plus fascinantes de ces créatures de la nuit, le nautile est sans doute le plus extraordinaire. Mollusque à coquille façonné par une évolution biologique de 500 millions d'années, le nautile a connu le temps des dinosaures. Terres et cieux qui ont connu les débuts du monde, créatures remontant aux âges où la vie est apparue sur notre planète, la Nouvelle-Calédonie est à elle seule un berceau où l'immensité de l'infiniment grand contient en son sein le merveilleux de l'infiniment petit. Tel le yin et le yang, le jour et la nuit, le macrocosmique et le microscopique. L'île tout entière, chaque matin, salue son écrin de lumière. Alors l'onde marine s'éveille, et le peuple de la mer reprend ses droits tout au long de la barrière de corail. Au fil des heures qui passent, le ballet de dizaines d'espèces marines danse au gré des courants des profondeurs. Loches, requins corail et requins gris, raies guitare, tous apprécient le courant libéré par la faille. Non seulement il charrie les minéraux offerts à la mer par la terre, mais il est aussi une aubaine pour les requins gris. Ces prédateurs, à contrario des autres poissons, qui alimentent leurs branchies en ouvrant et fermant la bouche, gardent leur gueule constamment ouverte et ne respirent que parce qu'ils se déplacent. Grâce au courant continu qu'ils trouvent ici, les requins gris ont droit à un peu de repos. Car en laissant entrer l'eau dans leur bouche ouverte, ils obtiennent l'oxygène nécessaire sans avoir à bouger. Alors, ils se laissent bercer dans une danse millénaire par les puissants courants. Vestige d'un continent perdu, la Nouvelle-Calédonie est riche d'espèces animales qui descendent des premières formes de vie apparues sur Terre. L'île fossile. C'est ainsi que la désignent les biologistes. Et si l'on n'y trouve plus de dinosaures,
son éloignement du reste du monde lui a permis de garder sa beauté, sa pureté et la richesse de sa faune et de sa flore intactes. Nouvelle-Calédonie, joyau de la mer de corail, puisses-tu garder à jamais ta superbe, et dans tes sous-bois, tes profondeurs marines et tes cieux azurés, continuer d'offrir à notre regard fasciné l'éclat de la beauté du monde et de la vie, sur terre comme en mer.